La défaite de Daesh il y a 6 ans ne fait aucun doute. Après les pertes de Mossoul en Irak et de Raqqa en Syrie, l'organisation djihadiste n'administre plus aucun territoire ni aucune population. Et pourtant, Daesh continue d'inquiéter, notamment avec la reprise des attentats dans ses anciens bastions. Avec nous pour en parler, Myriam Benrad, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes politologue, auteur du livre « L'État islamique est-il défait ?» C'est CNRS Éditions. On va voir dans un instant notre reportage enquête de notre partenaire France Télévisions. Mais d'abord, dites-nous concrètement, j'en ai cité un des éléments, mais ce n'est pas le seul, la conquête de territoire et la perte de ces territoires, mais en quoi Daesh a-t-il été clairement vaincu il y a 6 ans ? Oui, alors c'est ce que j'essaie en fait de faire, d'expliquer dans cet ouvrage, de dresser une typologie des facteurs de la défaite. Donc comme vous le dites très justement, la première défaite, c'est le territoire, parce que l'État islamique a été le premier groupe djihadiste à avoir matérialisé ce projet d'État islamique. C'est-à-dire à administrer des territoires. Avec un territoire. À frapper monnaie. À frapper monnaie, à reprendre à son compte un certain nombre d'institutions qui avaient été abandonnées par l'armée irakienne et aussi du côté de la Syrie par les forces syriennes, à donc administrer, à remettre en place, enfin du reste c'était la propagande de ce mouvement, des services publics, remettre en état des infrastructures. Il y avait aussi toute cette propagande sur la gestion des hôpitaux. Donc il y avait vraiment un projet bureaucratique derrière la question du territoire. La bureaucratie, elle a été défaite aussi, tout simplement parce que les villes Donc ont quoi été qu'on en bombardées. disait, Myriam Benrad, on disait qu'il ne faut pas l'appeler l'organisation État islamique parce qu'il n'y a pas d'État, qu'on le veuille ou non, il y a eu un État, un micro-État Daesh. Il y a eu un proto-État, c'est le terme que j'emploie, ou des formes d'administration étatique. On ne peut pas parler évidemment d'État souverain comme reconnu on le connaît, d'ailleurs par moderne. aucun pays, bien entendu, Voilà, il n'y a jamais eu si de ce n'est par lui-même. Il ne correspond pas, cette forme d'administration étatique ne correspond pas aux critères de la Convention de Montevideo, à laquelle je renvoie aussi dans l'ouvrage, parce qu'il faut quand même aussi apprécier les caractéristiques sur le plan du droit international. Donc on est bien évidemment très loin de tout ça. Et puis comme je disais, on a une propagande aussi qui construit et qui va assez largement intoxiquer la perception qu'on s'en fait. Aujourd'hui, on sait que c'était beaucoup moins glorieux que ce qu'il prétendait en 2014. Voilà donc pour le débat qui est posé. Alors 2013, donc Raqqa en Syrie devient la capitale autoproclamée de Daesh. Les soldats kurdes qui ont délivré cette ville en 2017 constatent aujourd'hui le retour de ces mêmes djihadistes. Les hommes de Daesh peuvent-ils reprendre le pouvoir dans leur ancien fief? Marc de Chalvon et Guillaume Le Goff ont mené l'enquête. Reportage. Ces dernières semaines, les patrouilles ont été renforcées dans Raqqa à mesure que la menace se fait de plus en plus pressante. Je t'écoute, on est parti. Le drapeau du groupe État islamique ne flotte plus sur leur ancienne capitale depuis plus de 5 ans. Et la force qui contrôle désormais Raqqa fait tout ce qu'elle peut pour lutter contre les cellules dormantes de Daesh. On ne sait pas d'où elle peut surgir, mais la menace de Daesh est permanente. On essaie de sortir dans tous les endroits de la ville, on est très mobile. On ne veut pas leur laisser sortir la tête. Se déployer dans les lieux stratégiques de Raqqa pour forcer Daesh à rester sous terre, comme ici, place Naïm, où le groupe djihadiste pratiquait en son temps des exécutions publiques. On vient ici pour montrer au peuple qu'on est là, pour les rassurer. Mais cette démonstration de force, parfois, ne suffit plus. Le 26 décembre dernier, Daesh revendiquait l'attaque du quartier général des forces de sécurité de la ville. On voit ici un des 2 assaillants abattre un soldat à bout portant. L'attentat a fait 8 morts, dont les 2 terroristes. Comme vous voyez, ils ont tiré ici, sur ce préfabriqué. On voit les impacts là. Regardez. D'après ce soldat, présent ce jour-là, il s'agit de la principale attaque de Daesh depuis la chute de la ville en octobre 2017. Un signe de leur montée en puissance. Une peur de tous les instants s'est installée sur la ville face à un ennemi la plupart du temps invisible. Daesh sait très bien faire savoir aux habitants qu'il est bien présent, en embuscade. Ce commerçant est un des plus prospères de Raqqa. Comme d'autres, il a reçu un message menaçant sur son téléphone, signé Daesh. Voilà, c'est le message que j'ai reçu.
Tu dois nous donner 100 000 $. Cette rançon, c'est pour toi, ta famille, ta boutique. Il faut que ce soit prêt dans 3 jours. Le commerçant a temporisé et n'a plus eu de nouvelles de son rançonneur. Mais la peur est toujours là. Un autre commerçant de Raqqa a récemment été tué. Ça ne va jamais changer. Avec leur idéologie, ils ont influencé 70% de la population. Les gens ici ne peuvent pas parler de Daesh. Ils ont peur. Un jour, un soir, une nuit, il y a Daesh qui va revenir et qui va récupérer la ville. Et il est vrai que sur le souk de Raqqa, personne n'ose s'aventurer à parler du groupe État islamique, ni en bien, ni en mal. Je suis veuve avec des enfants. Que ce soit Daesh ou ceux qui nous dirigent aujourd'hui, personne n'a rien fait pour moi. Vous n'imaginez pas comme la vie a augmenté. Je n'ai rien d'autre à dire. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas plus grand que lui. Pour trouver quelqu'un qui en parle ouvertement, il faut aller chez le cheikh Houaidi Shalash, le plus grand chef de tribu de la région, à la tête de plusieurs centaines de milliers de personnes. Un homme qui a travaillé avec Daesh et qui ne cache pas une certaine nostalgie. Pour bien comparer avec aujourd'hui, il faut voir ce que Daesh a fait pour le peuple. Toi, t'as bien vécu avec Daesh? Ouais, vous voyez, il travaillait bien pour la ville. Et quand on lui demande s'il souhaite un retour des djihadistes à Raqqa, le cheikh préfère esquiver. À ce sujet, je préfère pas dire ce que je pense. Rien ne dit à ce stade que le groupe État islamique ait l'envie et les moyens suffisants pour reconquérir un territoire et a fortiori Raqqa. Mais c'est une certitude, ils sont suffisamment puissants pour faire régner la peur dans leur ancienne capitale. Myriam Benrad, politologue, Daesh peut-il reprendre Raqqa? Alors non, moi je ne pense pas que le groupe soit en mesure de reprendre les territoires comme il l'a fait entre 2014 et 2015. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on le voit très bien dans ce reportage, ces militants sont retombés quand même assez largement dans la clandestinité. Ils parviennent à coups de menaces, d'intimidation, de messages comme l'a reçu ce commerçant, à intimider, à instiller la peur parmi la population. Mais objectivement, ils ne sont pas du tout armés, ni militairement, ni d'ailleurs aussi, je dirais, symboliquement, pour reprendre des territoires. Pourquoi? Parce que la population n'ose pas s'exprimer, mais la population civile, et ça c'est un point important, est tout de même majoritairement contre eux aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, en 2014, on l'avait vu en Irak par exemple, certains voulaient faire le pari de ce mouvement contre l'État, contre la défaillance des services, contre la corruption des armées, etc. Ce n'est quand même plus le cas, il ne faut pas exagérer. Mais donc des agents dormants dans cette ville de Raqqa, vous n'y croyez pas? Dans la population civile? Des militants, des sympathisants, si. Des cellules, si. Mais je pense que s'ils avaient les moyens de reprendre, par exemple, une campagne d'attentats spectaculaires comme ils en ont été capables dans un certain nombre de villes, ils l'auraient fait depuis bien longtemps. Ouais. Où sont les combattants de Daesh? Beaucoup en prison? Oui, alors ils sont emprisonnés, ils se sont éparpillés ailleurs. Donc aujourd'hui, on est plus sur, on le voit, des actions plutôt individuelles de personnes qui restent, il est vrai, idéologiquement convaincus. Est-ce qu'on a une armée Daesh comme on l'a connue par le passé? Non, c'est vraiment plus le cas aujourd'hui. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Quid des finances de Daesh? On parlait d'un trésor de guerre parfois. Le trésor s'est quand même largement épuisé aussi au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, on le voit assez très clairement parce qu'ils sont obligés aujourd'hui de recourir à l'extorsion, aux rançons, au trafic, au banditisme pour retrouver, je dirais, une stature qu'ils ont quand même assez largement perdue. Donc ça aussi, ça les affaiblit, ça aussi, ça fait que la défaite, à mon avis, elle est durable. Parce qu'il est vrai qu'il faut avoir les moyens quand même aussi de ses ambitions, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut estimer les effectifs aujourd'hui de Daesh sur l'Irak et la Syrie? Alors au niveau des combattants, les estimations sont très contradictoires, parfois plusieurs centaines, plusieurs milliers, mais il y a tout cet écosystème, comme je l'ai dit, de sympathisants. Et c'est là qu'on n'y voit pas très clair. C'est d'ailleurs très manifeste dans le reportage. Tout le monde a peur parce que qui est avec qui a pactisé avec l'État islamique, qui est prêt à faire le jeu de l'État islamique pour des motifs d'ailleurs, disons-le, parfois tout à fait utilitaires, opportunistes, par mécontentement envers les autorités, l'État. C'est une situation assez floue en fait. Est-ce qu'il y a un chef à la tête de Daesh aujourd'hui? Alors, on sait qu'on a une arrière-garde irakienne qui a constitué les rangs de ce leadership
Aujourd'hui, la plupart des émirs sont, on le sait, des Irakiens, des Syriens, parce que les Syriens ont combattu en Irak dès les premières années de la guerre dans ce pays. Mais là aussi, la clandestinité et je dirais, le souci de ne pas s'exposer parce qu'ils savent qu'ils sont traqués rend tout cela très compliqué. D'où, comme je dis, ce flou stratégique qui interroge. Mais je tiens à préciser qu'en l'état, en tout cas, on est vraiment loin de revoir ce à quoi on a assisté en 2014. Alors, il y a dans votre livre un chapitre intitulé « Après le califat, il y a le califat ». Ça veut dire quoi ? Là, c'est encore une fois la dimension idéologique, symbolique, puisque ce projet de califat, de restauration de ce qui est considéré par les djihadistes, et je dirais plus largement les islamistes, une certaine branche, comme un âge d'or de l'islam, il a préexisté à l'État islamique, à Daesh, et il va survivre à l'État islamique. Donc, est-ce qu'il va survivre sous la forme d'État islamique en tant qu'organisation? Est-ce que d'autres mouvements vont s'en emparer? Mais ça reste tout de même le référent idéologique, et de ce point de vue, on est vraiment loin d'avoir vu son extinction, sa disparition. D'où cette devise d'ailleurs de Daesh en arabe, Baqiya, demeurer, ça veut dire au sens littéral du terme. En clair, on restera quoi qu'il arrive, l'idéologie restera. La pensée, la doctrine, la conviction, l'idéal type politique reste en place, reste bien vivant. C'est d'ailleurs ce même idéal politique qui anime un certain nombre d'actes violents à travers le monde contre les ennemis du groupe, les ennemis en tout cas désignés abondamment dans une propagande qui, je précise, j'en parle dans l'ouvrage, continue d'exister, d'être accessible sur Internet malgré les mesures qui ont été prises. Donc on n'en a pas fini, mais parler de victoire je dirais de réitération de ce qu'on a connu, ça sera quand même très difficile. Et sous une autre forme, en changeant de nom, par exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable de la part de cette organisation ? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il l'avait fait puisque l'ancêtre de l'État islamique, le groupe qui avait été formé par Zarqawi, avait porté un autre nom. D'autres combattants, on le sait, il y a des mouvements assez importants d'un groupe djihadiste l'autre. Donc tout cela est très mouvant puisqu'on est sur une insurrection armée. Mais maintenant, c'est vrai que la franchise État islamique est quand même prestigieuse, ce qui explique qu'un certain nombre de mouvements se sont affiliés par recherche comme je le dis, de prestige, parce que évidemment il y avait ce mouvement d'adhésion assez massif dans le monde musulman. Vous évoquez notamment le Sahel et les mouvements qui font allégeance. Vous avez cité Abou Moussab al-Zarqawi, il y a eu al-Baghdadi. Est-ce que ce qu'il manque à cette organisation aujourd'hui, ce n'est pas un chef, justement ? Alors, il y a deux façons de voir les choses, je dirais. Il y a la manière qui est, alors sur le plan militaire, qui fait que ces hommes sont relativement affaiblis, puisque, comme je l'ai dit, ils n'ont plus de territoire, plus d'organisation. Ils se cachent, ils sont traqués entre l'Irak, la Syrie. On a vu un certain nombre d'éliminations ciblées. Donc, on voit quand même qu'on a encore une campagne très active contre eux. Ça, c'est du point de vue militaire, stratégique, de notre point de vue. Mais du point de vue symbolique, ils ont une aura très importante, y compris posthume. Parce qu'on voit encore des sympathisants citer les émirs qui ont été tués il y a quelques années. Ces contenus de propagande ont eu un tel impact qu'ils peuvent être récupérés, réutilisés. Et ils continuent d'animer, je l'ai dit, un certain nombre d'esprits. Donc c'est bien pour ça qu'il est vrai qu'on parle d'une pensée, d'un système idéologique qui survit à ces défaites. Et tout de même, Myriam Benrad, comment un groupe comme Daesh, aussi, qui est militaire, je veux dire, comment il peut disparaître du jour au lendemain? Toutes les guérillas dans le monde, elles perdurent pour le coup, et là pas quand dans le slogan et la devise, mais elles demeurent concrètement. On peut parler de l'Amérique latine pour aller très loin, mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, Daesh s'est effondré? Alors, bon, il y a eu quand même toute la période entre 2015, donc 2014, on va dire l'été 2014 et puis 2017-2018 avec ces opérations majeures. La coalition internationale face à Daesh aussi. Qui représente une disproportion de force. On parle quand même, comme vous le dites, d'une guérilla face à une coalition de dizaines de nations surarmées qui bombardent quotidiennement les villes, qui vont raser certaines villes. On a vu dans quel état s'est retrouvé Mossoul. Donc il était clair qu'ils allaient perdre. Maintenant, je pense que ce groupe actuellement qui est dans la clandestinité attend une nouvelle fenêtre d'opportunité. Ils en saisissent quand ils commettent des attentats, mais ils considèrent tout de même, et on voit donc que leur propagande, leurs intimidations ont leurs limites, parce qu'ils considèrent tout de même que l'environnement leur est encore trop défavorable pour tenter une nouvelle percée, ce qui pourrait provoquer des représailles de la part de leurs ennemis qui seraient elles-mêmes très violentes. Merci beaucoup Myriam Benrad pour votre éclairage. L'État islamique est-il défait chez CNRS Éditions? Merci à vous. Merci.